Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur. Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Je commence en vous mentionnant que la pédagogie du cœur fait maintenant partie de Balado Pédago, un regroupement de balados-diffuseurs qui s'intéressent à la pédagogie et à l'éducation. Je suis bien fier d'avoir été invité à faire partie de cette organisation naissante que je vous invite d'ailleurs à suivre sur Facebook et LinkedIn pour ne rien manquer. Bon, le sujet d'aujourd'hui. On entend souvent parler du PEI, programme offert dans certaines écoles publiques ou privées, au primaire, au secondaire, même au niveau collégial. Dans ce nouvel épisode, déjà le 8e de la saison 3, je vais tenter de démystifier l'éducation internationale et pour y arriver, j'ai trouvé la meilleure personne disponible au Québec pour répondre à mes questions à ce sujet. Il s'agit de Sébastien Reynald qui occupe depuis juin 2023 un poste de professionnel à la CEBIC, la Société d'éducation du baccalauréat international du Québec. Sébastien Reynald a débuté une carrière d'enseignant de français en 2005 et est devenu coordonnateur au PEI dès 2010. Je lui ai d'abord demandé pourquoi ça avait collé si vite entre lui et le PEI. En fait, qu'est-ce qui a collé avec mon école à l'époque? C'était l'école Joseph-François Perrault du centre-ville de Québec. Oui. Puis moi, je voulais absolument enseigner là. Il n'était pas question que j'enseigne nulle part ailleurs. C'était une école pour moi qui était du centre-ville, une belle diversité avec les différentes nationalités, mais des élèves aussi. Ça me plaisait vraiment beaucoup. J'arrivais d'un trip de 2 ans dans le sud-est asiatique. J'étais sur la liste de priorité déjà. Donc, j'arrive dans cette école-là, je veux rester dans cette école-là. Puis évidemment, la motivation, j'ai toujours eu envie de faire découvrir le voyage aux élèves. C'est une petite école centre-ville, donc quand tu as des idées de projet, c'est peut-être plus facile de les faire passer et tout ça. Fait qu'un enseignant très motivé, fraîchement arrivé de voyage, bien sûr non permanent, qui dit toujours oui. Donc, mon directeur, à un certain moment, il me donnait des dossiers à gérer. Et puis moi, ça me plaisait, j'avais besoin de cette motivation-là. Puis on a eu une belle visite d'évaluation de l'IB. Puis à la suite de cette visite-là, avec toute cette motivation-là, quand je participais aux réunions, ce sont les visiteurs de l'IB qui ont carrément dit à mon directeur d'école de l'époque, écoutez, là pour l'instant, vous avez pas vraiment de stabilité dans votre coordination et tout, mais lui est bien motivé, Sébastien. Là, on l'a rencontré, puis ils ont dit ça vous ferait un bon coordonnateur. Le programme du diplôme du baccalauréat international a été le tout premier programme proposé à partir de 1968. Il s'adresse aux élèves âgés de 16 à 19 ans et a été mis en place par des enseignants de l'École internationale de Genève pour offrir aux élèves une éducation équilibrée, faciliter la mobilité géographique et culturelle et promouvoir l'entente internationale. Souvent, les programmes d'éducation, c'est national. Dans notre cas, c'est provincial au Canada et tout. Oui. Et puis, c'est chaque province, chaque État, chaque pays ont leur programme particulier. Le baccalauréat international voulait sortir de tout ça, aller chercher un peu toutes les recherches qui se faisaient dans l'éducation, puis proposer une accréditation aux écoles, puis dire, ben nous, on offre une certification internationale avec un contrôle qualité. Puis, vous allez pouvoir offrir aux élèves ce programme-là spécial qui est beaucoup plus axé sur le monde, la contextualisation à travers le monde, puis qui décloisonne un peu les classiques programmes locaux par matière que vous avez. Puis, ce programme-là va être le même, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe la langue. En 1994, le PEI, appelé maintenant Programme d'éducation intermédiaire, est mis en place par l'Organisation du baccalauréat international. Ce programme s'adresse aux élèves âgés de 11 à 16 ans et est actuellement mis en œuvre par 1859 établissements scolaires dans 127 pays. 3 ans plus tard, en 1997, c'est le programme du primaire pour les élèves de 3 à 12 ans qui est mis en place. Plus récemment, un autre programme qui est apparu, c'est le POP, le programme à orientation professionnelle, qui s'adresse aussi aux élèves du même niveau que le cégep, comme le programme du diplôme, mais justement avec une orientation un peu plus professionnelle, donc comme nous, les diplômes techniques là, au Québec. C'est devenu tellement populaire, donc ça grandit, ça s'est répandu. Puis maintenant, c'est divisé en 3 grandes régions. IBA, International Baccalaureate America, qui est pour toute l'Amérique, dont nous, bien sûr, au Québec, la province de Québec fait partie. Puis après ça, il y a IBAEM, qui est Afrique, Europe, Moyen-Orient. Et il y a IB Asie, qui est toute la partie asiatique des écoles. Donc, ça en fait du monde.
Dans toutes ces régions du monde, le programme du diplôme, le tout premier mis en place par l'OBI et qui s'adresse aux élèves de 16 à 19 ans, demeure largement le programme le plus populaire. Il est enseigné dans plus de 3500 établissements à travers le monde. La situation est bien différente au Québec. Ben nous, c'est particulier. On est l'endroit dans le monde qui a le plus de programmes d'éducation intermédiaire, le plus de PEI, parce que on a un système scolaire qui est très axé sur le secondaire, puis le cégep, ça existe pas ailleurs. Oui. Fait que nous, le programme du diplôme, ben ça tombe bien, il se donne en 2 ans. Hein? Le programme d'éducation intermédiaire se donne entre 3 et 5 ans, fait que ça collait bien à notre système, mais la majorité des écoles du monde entier font toujours le PEI suivi du programme du diplôme, comme chez nos voisins ontariens, par exemple, où on va à l'université directement après. Le programme d'éducation, c'est pour ça qu'il porte le nom d'intermédiaire. Souvent, on confond avec programme d'éducation international. Non, c'est le baccalauréat international qui donne un programme d'éducation intermédiaire, puis ça se tend vers le diplôme. Puis là, ils font tout ça pour que les élèves aient un diplôme. Tandis que nous, c'est un peu différent parce qu'au Québec, on a seulement 3 établissements qui offrent le programme du diplôme, tandis que c'est le programme le plus populaire au monde. Vous vous intéressez à la pédagogie et à l'intégration du numérique en éducation, le balado Intention pédago-numérique, c'est pour vous. Mes collaborateurs Mira Vernian, Marie-Hélène Demers, Mathieu Mercier et moi-même vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour des conversations riches à propos de pédagogie et d'intégration du numérique en éducation. Les enregistrements se font en direct sur le web et sont par la suite disponibles sur votre plateforme de balado préférée. Intention pédago-numérique, c'est un rendez-vous. J'ai ensuite demandé à mon invité, Sébastien Reynald, de nous préciser ce qu'est exactement la CEBIC. Oui, en fait, la CEBIC, quand c'est apparu, c'était aussi pour offrir la même chose un peu que l'IB offrait, mais la CEBIC est même née avant d'avoir l'IB et voulait offrir encore une fois quelque chose de différent que les programmes enrichis. On se rappelle qu'au Québec, il y a eu pendant longtemps des programmes enrichis où on offrait plus de maths, de français, d'anglais, et puis là, après ça, il y a des musiques et études, des sports et études. Donc, d'offrir quelque chose de différent, axé encore une fois sur une ouverture sur le monde en particulier. Puis, il a commencé comme ça, tranquillement, juste au Québec. Donc, l'IB s'est associé à la CEBIC pour dire la CEBIC qui est la Société des établissements du baccalauréat international du Québec et maintenant de la francophonie. On rajoute pas le F, mais il y a d'autres pays il y a d'autres endroits que le Québec. Ça s'est élargi au Canada francophone, évidemment, aux autres provinces, mais aussi beaucoup de pays d'Afrique, même des écoles aux États-Unis qui parlent français. Et qui font partie de la CEBIC, là, qui sont affiliés directement à la CEBIC. C'est ça. Et là, l'IB, on a besoin de vous. On a besoin de cette association-là parce que on veut soutenir les écoles en francophonie et on n'a pas les ressources nécessaires. Bien Mais sûr. ici, c'était déjà en place au Québec. La CEBIC avait commencé à mettre ça en place et offrait déjà un support aux écoles. Fait que c'est là que l'IB s'est associé à la CEBIC. Et en fait, moi, je travaille pour la CEBIC, mais l'IB aussi. Donc, c'est aussi mon employeur. C'est comme un double chapeau pour justement soutenir les écoles d'un côté pour la mise en œuvre des programmes. Puis la CEBIC, elle a un côté un peu plus développement professionnel où on offre des formations et on soutient évidemment tous les coordonnateurs, directeurs des écoles. J'étais curieux de savoir à quoi ressemble le quotidien de Sébastien en tant que professionnel à la CEBIC. Les deux chapeaux, ça se mélange pas mal, c'est sûr, parce que même si quelqu'un écoute ce balado-là et qu'il n'y a pas trop de connaissances dans ces programmes-là, mais c'est mélangeant même pour les enseignants, les enseignantes, Tout à fait. le corps enseignant, parce que qu'est-ce qui est IB, qu'est-ce qui est CEBIC, qu'est-ce qui est différent? Juste avant de parler de mon rôle, c'est aussi important de mentionner qu'on est à peine 8 employés là, à la CEBIC. Un seul professionnel à temps plein, c'est mon rôle. Mais il y a aussi quelqu'un à temps partiel au programme du primaire, des secrétaires et tout ça, un conseil d'administration. C'est une toute petite équipe qui accomplit vraiment de grandes choses comparé à l'IB où on parlait des bureaux à travers le monde. Il y a un bureau à Singapour, un bureau à Cardiff, en Angleterre, un bureau à La Haye, aux Pays-Bas, à Washington évidemment aussi. Oui, donc c'est ça, sûr. c'est en ordre de grandeur, c'est vraiment plus petit. Donc, le rôle, qui est très particulier, c'est vraiment, à la base, 2 gros chapeaux. Un côté, comme je disais tout à l'heure, le développement professionnel, donc d'organiser des formations, de proposer des ateliers, de proposer des événements aussi pour former les enseignants, pour leur offrir le développement professionnel. Autant en allant dans les écoles, en formant des animateurs qui peuvent aller aider les pédagogues à comprendre les programmes, à mieux les enseigner, à mieux faire la mise en œuvre.
Puis de l'autre côté, chapeauter ces fameuses visites d'évaluation dont on parlait au tout début, qui ont lieu aux 5 ans, qui permettent de conserver l'accréditation. À la base, les écoles, dans un processus de 3 ans, vont travailler pour obtenir l'autorisation, mais à la suite d'avoir obtenu l'autorisation, ils devront toujours avoir ces fameuses visites-là aux 5 ans, qui peuvent être une source de stress. Donc ça, c'est des courriels qui rentrent beaucoup, des questions pour savoir, bon, comment on prépare ça, qu'est-ce qu'on fait, puis... oui, parce que d'une certaine façon, toi, tu es la ressource que vont utiliser les coordonnateurs dans les différents programmes qui, bon, eux, voient venir ces choses-là, sont pas sûrs de comprendre ce qu'ils doivent faire, et là, ils vont se tourner vers toi, puis ils vont dire, ben là, ce morceau-là, je prends ça comment? Je fais ça de quelle façon? Exact. Puis je peux te donner un exemple de 3 courriels que j'ai reçus aujourd'hui. C'est très clair. Le premier, j'organise une formation en politique mondiale pour le programme du diplôme. Mon animatrice est au Japon. C'est une Québécoise, mais qui vit au Japon. Donc, 13 heures de décalage. C'est compliqué. Très peu de participants. La session est virtuelle. Au moins, elle n'a pas besoin de se déplacer. Donc, la formation est virtuelle en début juin. Et puis là, on n'a pas beaucoup de participants. Elle va peut-être se retrouver avec 4 ou 5 participants, dont 3 de la même école. Donc, je gérais ça aujourd'hui par courriel pour dire aux participants, ça se peut que ça soit annulé, tout ça. Fait que ça, c'est le côté développement professionnel. D'un autre côté, j'ai échangé des courriels avec un coordonnateur de Montréal qui cherche un contact d'une coordonnatrice qui organise des voyages scolaires en fin d'année pour ses élèves pendant la session d'examen et qui voudrait pouvoir entrer en communication puis qui me demandait d'utiliser mon réseau de contacts pour l'aider. Bien sûr. Fait que c'est pas dans ma définition de tâche, mais évidemment, comme je communique avec ces écoles-là, j'ai plus de 200 écoles dans un portfolio, ça me permet de peut-être les solliciter. Puis le troisième, je révisais un beau rapport de visite d'une école où je lisais des commentaires qui avaient été écrits par des visiteurs d'établissement et puis je corrigeais les fautes d'orthographe et les tournures de phrases. Donc, mon côté prof de français revenait dans tout ça. Je leur faisais un retour là-dessus, je leur écrivais pour s'organiser une rencontre pour pouvoir leur expliquer de vive voix les changements dans le rapport. La CEBIC organise aussi 3 fois par année des commissions pédagogiques nationales. J'en ai parlé avec Sébastien Rénal. Je trouve qu'il y a là quelque chose de vraiment intéressant. Là. Toutes ces personnes-là qui prennent une pause, il y a des profs, il y a des coordonnateurs, il y a des directeurs, des directrices adjointes, plein de gens qui s'assoient tous en même temps. Disons, on prend une pause, puis là, on parle de pédagogie. C'est quand même fantastique ce que vous arrivez à faire. C'est exactement ça. Tu le décris bien. C'est une pause, c'est un temps d'arrêt où on discute de pédagogie et il n'y en a pas des temps comme ça où on rassemble plus de 200 personnes avec des chapeaux différents pour en discuter. Fait que c'est merveilleux. C'est effectivement un super bon coup de la CEBIC, un très, très bon coup qui a été de dire, 3 fois par année, on organise des grands rassemblements par programme. Là, on parle du pays, mais ça veut dire des gens du secondaire, mais comme tu disais, des gens de l'Ontario, il y a des gens d'ailleurs au Canada, on a eu des invités d'un peu partout aussi, même de l'Afrique, qui sont venus assister parce que les écoles membres de la CEBIC qui font partie de la francophonie au sens large. Et là, on arrête, on sort de son milieu et on peut échanger. On approche déjà de la fin, mais il y a une question que je t'ai pas posée. Le principe de base de la pédagogie du cœur, c'est bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Moi, j'ai toujours l'apprentissage en tête. J'aimerais ça savoir de quelle manière tu dirais que ces programmes-là favorisent l'apprentissage. C'est une excellente question, puis ça serait sûrement le sujet de plusieurs balados. On en parle beaucoup en ce moment, des programmes particuliers au Québec, puis c'est un gros débat. Quand le PEI est arrivé dans les écoles, c'était encore un point de vue élitiste. T'sais. Ça remplaçait l'enrichissement, puis c'était axé sur la douance, puis pour des élèves performants. Tout à fait. C'est pas ce qui me plu dans le programme. C'est tout le reste. On parle d'actualité. Puis ce que tu apprends en classe, OK, c'est authentique, ça peut te servir à quelque chose, mais ça prend ailleurs aussi. Fait que c'est voyager à travers la matière, et puis ces programmes-là, ils forcent un peu ça. Faut faire des liens entre les disciplines. Faut avoir une approche conceptuelle, contextualiser ce que tu apprends pour que ça perdure puis ça te serve à quelque chose. C'est ainsi que se termine l'épisode 8 de la saison 3. J'espère que vous avez apprécié. Un grand merci à mon invité, Sébastien Rénal, qui a accepté de répondre à mes questions en visioconférence. À nouveau, merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. Sa musique nous accompagne lors de chacun des épisodes du balado depuis le tout début. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.